Parce qu'il est question du réseau ZEC, on parle d'un terrain de jeu qui est immense, bref, bord en bord de la province. Donc, une opportunité de faire différents types d'activités, dépendamment où est-ce que vous vous trouvez géographiquement parlant, qui est énorme. Je suis avec Mathieu et Marie-André. Bonjour. Bonjour. Salut. On est présentement sur la ZEC Vatican-Nelson. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup au départ, Marie-André, de savoir, c'est l'opportunité qu'on offre au travers du réseau ZEC parce que vous êtes répartis sur tout le territoire. Exactement. Le fait qu'il y ait des ZEC un petit peu partout là, dans la province, ça permet d'avoir une biodiversité, un écosystème différent. Donc, selon les goûts des gens, par exemple, pour la pêche, on va pouvoir, sur certaines ZEC, profiter plus de la truite mouchetée, du doré, du brochet. C'est à voir selon vos goûts aussi. Puis, même chose pour la chasse, il va y avoir différentes possibilités aussi au niveau du petit gibier. L'orignal, ça, c'est sûr, c'est toujours très présent là, dans nos ZEC également. Puis, on retrouve toutes sortes d'activités aussi. Donc, d'une ZEC à l'autre, là, il va y avoir des possibilités différentes. Là, des fois, au niveau de randonnée, il y en a certaines qui ont vraiment des sentiers d'aménager, d'autres que ça va être un petit peu plus sauvage. Donc, c'est vraiment à voir là, selon qu'est-ce qu'on a le goût finalement. Là. Même, j'oserais dire que le paysage, la peinture de fond, elle change. Parce qu'on est partout, là, donc l'écosystème. Mais le paysage change énormément. Je peux être au Bas-Saint-Laurent, je peux être dans le Saguenay, je peux être dans Charlevoix, je peux être en Mauricie, je peux être... Et d'une place à l'autre, là, j'ai un changement énorme. Donc, même en villégiature, ça me donne des opportunités qui sont immenses. Présentement, on est sur la ZEC Vatican-Nelson. Mathieu, c'est une ZEC qui est très, très, très connue du secteur de Québec, mais qui gagne à être connue des autres secteurs plus à l'est et plus à l'ouest. Vous avez quand même ici beaucoup d'activités. D'abord dans la chasse et la pêche. Oui, on a de la chasse, de la pêche, chasse à l'orignal, chasse au chevreuil, petit gibier. On a de la pêche truite mouchetée généralement. On a aussi de l'ombre chevalier. Okay. On peut pêcher plus Très au nord, intéressant. un petit peu de la ZEC. Plus au sud, là, c'est vraiment juste la truite mouchetée. À part ça, avec la chasse, on a aussi des sentiers aménagés qu'on fait avec la chasse aux faisans, perdrix bartavel, pintade aussi, qu'on introduit là, bientôt, là, au début de la chasse, dans le coin du mi-septembre à peu près. On introduit ces espèces-là pour les amateurs de petits gibiers. Là. Ils peuvent avoir accès à différentes espèces là, à partir des sentiers. Excellent pour la relève aussi. Oui. Côté villégiature, vous avez de plus en plus de clientèle qui viennent en dehors de la chasse et de la pêche pour profiter Oui. des lacs et du territoire? Oui, oui, oui. Ça commence de plus en plus là, à avoir là, des activités de plein air, kayak, paddleboard, randonnée pédestre. On est en train de faire justement un sentier autour du lac Petit-Vatican, juste en arrière de moi. On a 3 chalets qu'on loue aussi. On a 3 prêts à camper. On a plusieurs terrains de camping aussi là, présents pour ces gens-là aussi. Là, ils sont souvent près des lacs, près des sentiers, près justement des lacs pour faire du kayak, paddleboard et tout, là, les activités. Là. Plusieurs activités qui sont offertes à eux. Là. 2 entrées ici, une entrée du côté de Saint-Raymond, une entrée du côté de Rivière-à-Pierre. Ouais, 3 entrées. 3 entrées? Oui, même il y a 3 entrées avec des postes d'accueil. Rivière-à-Pierre, on a une à Saint-Raymond, Rang-Sainte-Croix, une à Saint-Raymond aussi, Rang-Saguenay. On a 3 autres entrées qui n'ont pas de poste d'accueil. On a une à Rivière-à-Pierre, pas loin d'ici. On a une autre dans le rang du Nord, secteur Talaillarde, puis une autre secteur Saint-Anne, dans le rang Saint-Mathias. Donc, accès très facile, très aisé, que vous soyez de Montréal, de l'Ouest, de l'Est ou encore de Québec, c'est super facile de se rendre. Si, Marie-André, je veux me renseigner au niveau des activités qui sont disponibles dans les différentes ZEC de la province de Québec, où est-ce que je prends ces renseignements-là? On peut toujours consulter le site web réseauzec.com, qu'on va retrouver de l'information sur le réseau en général, puis aussi sur les différentes ZEC. Puis ensuite de ça, le plus simple des fois aussi, c'est de donner un petit coup de téléphone à la ZEC où est-ce qu'on veut aller, un courriel, peu importe, pour avoir l'information plus précise. Là, ils vont être en mesure de vous répondre aux questions. Là. Votre plus grand terrain de jeu en pleine nature, c'est la province de Québec. Vous le trouvez sur Réseau ZEC. Vous tapez ça sur l'ami Google, vous allez avoir toute l'information. Merci énormément. Merci à toi. Merci à toi. Vous le savez, en tant que chasseur, j'ai une affection particulière envers les programmes qui
redonne là où je collecte, là où je récolte. Hein. Prendre un arbre, replanter un arbre, mais même chose au niveau, que ce soit la faune ou la flore, j'ai la même vision des deux côtés. Et un de nos partenaires, la Fondation de la faune, excelle dans ce type de redonne à la faune ce que tu prends. Et j'ai avec moi Annie de la Fondation de la faune, qui est responsable du programme Faune en danger, justement. Je me trompe pas? Non, c'est ça mon rôle à la Fondation de la faune. J'aimerais que tu me parles un peu, parce qu'on va avoir un exemple de projet, puis j'aimerais ça aller dans le concret un petit peu avec toi pour que tu me dises qu'est-ce qu'on fait exactement face à la faune en danger. Mais le programme Faune en danger, au départ, qu'est-ce qu'il fait? Le programme Faune en danger, là, son objectif, c'est vraiment de financer des projets qui vont favoriser le rétablissement des espèces qui sont en déclin au Québec. Ça peut être à peu près n'importe quelle espèce. On aurait une problématique avec le cerf de Virginie. Ce programme-là pourrait être appelé à venir épauler. C'est les espèces, en fait, qui ont un statut particulier au Québec. Okay. Donc, on va parler davantage des espèces qui sont menacées ou vulnérables. Donc, c'est des espèces de tortues, des espèces... le projet que je vais venir présenter tout à l'heure, c'est le projet Tortue molle à épines. Donc, c'est une espèce qu'on peut financer, mais c'est des espèces qui, au niveau légal, sont reconnues comme être menacées au Québec. Donc, si je suis un organisme ou une association qui fait de la vigie sur une espèce qui est en danger, eh bien, à ce moment-là, tu deviens mon ami avec ce programme-là. Puis, il ne faut pas toujours juste penser financement. Il y a le champ expertise aussi que la Fondation peut amener dans ce genre de programme-là. Bien, la Fondation peut offrir du soutien financier. Oui. Et puis, on est aussi beaucoup en contact avec différents partenaires ou différents experts qui sont capables de nous orienter sur c'est quoi les priorités, c'est quoi les actions qu'on doit financer en priorité pour différentes espèces, c'est quoi les menaces sur lesquelles on doit travailler en priorité. Donc, pour aider ces espèces-là à que les populations se rétablissent. Fait que la faisabilité tant sur le plan connaissance que sur le plan financier, c'est là qu'on va apporter notre savoir et les fonds pour le faire. Le projet dont on parle, je vais te laisser me le présenter parce que moi, le premier, ça me chicote un peu. Je ne connais pas cette tortue-là. Je ne savais pas qu'elle était désignée comme en danger non plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là? En fait, tout d'abord, la tortue molle à épines, elle a vraiment, au niveau physique, là, ses caractéristiques physiques, là, c'est une espèce qui se distingue. Là, et vraiment, c'est une tortue qui est très forme aplatie avec un museau un peu allongé. Là, donc, c'est une espèce qui est particulière. Et puis, c'est une espèce qu'on reconnaît, en fait, qui utilise beaucoup les habitats aquatiques, mais qui a besoin des rives pour pondre ses œufs, puis aussi pour aller, pour utiliser, en fait, elle les utilise comme des sites d'exposition au soleil pour aller capter la chaleur. Donc, nous, dans ce projet-là, en fait, c'est notre partenaire, c'est le Zoo de Granby qui a déposé une demande pour faire différentes actions pour favoriser le rétablissement de cette espèce-là. Il y a 2 grandes actions principales qu'ils ont faites. Ils ont mis en place un programme de sensibilisation de différentes clientèles. Donc, c'est pour sensibiliser les propriétaires riverains, les producteurs agricoles aussi, pour les sensibiliser à l'importance de protéger les rives, qui sont très importantes pour l'espèce. Et aussi, entre autres, les utilisateurs, les plaisanciers, parce qu'il y a aussi une problématique de collision des tortues avec les bateaux. Donc, pour les sensibiliser à réduire la vitesse dans certaines zones qui sont critiques pour l'espèce. Donc, c'est le genre d'action que le Zoo de Granby a fait. Puis, il y a aussi un deuxième volet qui est le suivi des sites de ponte. Parce que c'est exposé. C'est problématique. Je veux dire, il y a plein d'animaux des alentours qui peuvent venir se nourrir de ces pontes-là. Oui, puis c'est aussi, les sites de ponte, c'est des endroits, des habitats qui sont vraiment essentiels pour cette espèce-là. Puis il y a une problématique de recrutement. Donc, il y a un seul site de ponte connu pour l'espèce. Il y a très peu d'adultes, puis il faut que les adultes aient 14-15 ans pour être capable de se reproduire. Donc, c'est important d'être capable de protéger les nids et puis de s'assurer que les œufs vont éclore. Donc, ce que le zoo fait, c'est qu'il surveille les nids. Quand ils voient des femelles pondre, ils vont après ça aller chercher les œufs et sont équipés au zoo pour incuber les œufs. Et après ça, faire l'élevage des jeunes. Puis après ça, ils les remettent à l'eau quand les jeunes sont prêts. On assure un taux de survie qui est beaucoup plus élevé parce que la prédation ne vient pas interférer à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils mettent un émetteur là, sur... en fait, ils font la télémétrie pour être capable, après ça, avec les jeunes, être capable de voir quel habitat les tortues utilisent. Puis en même temps, ça améliore la connaissance sur l'utilisation des habitats par cette espèce-là. Ça, c'est trippant parce qu'on peut vraiment... C'est durable comme ça pourrait devenir un champ de recherche intéressant parce qu'on a de la donnée qui se produit à toutes les années. Essentiellement, puis il nous reste qu'une minute, ça, c'est
c'est un beau projet. Et on peut d'ailleurs aller voir l'information sur le site du Zoo de Granby, littéralement, ou sur le site de la Fondation de la Faune aussi. Ça, c'est dans le programme Faune en danger. Vous avez à la Fondation un tas de programmes comme ça, quelques programmes phares, plusieurs programmes, qui peuvent venir en aide à plusieurs problématiques faune-flore au Québec. Et c'est important que la population sache comment ça se passe, comment je peux me renseigner, puis comment je peux appliquer dans ces programmes-là. Alors, première des choses, sur le site, l'information est toute là, vous pouvez aller lire, hein, mais pour soumettre les candidatures, ça marche comment? En fait, la première chose, c'est d'aller sur le site web de la Fondation de la Faune. Et puis, tous nos programmes d'aide financière là, apparaissent sur le site web. Donc, c'est possible pour les organismes d'aller télécharger le formulaire de demande d'aide, remplir le formulaire et puis nous les envoyer aux dates de tombée là, pour les différents programmes. Pour le programme Faune en danger, c'est le 1er octobre et le 15 mars de chaque année. Donc, tous nos programmes là, pour protéger les habitats fauniques là, sont sur notre page web. Merveilleux. Annie, un énorme merci. Bienvenue en studio quand tu le veux. On doit aller du côté de la pause. Au retour, on parle de vêtements. Si comme vous protégez du froid, on s'en va à saison, le late season. Là. Vous n'aurez pas froid avec ça. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. On tombe en 2 saisons et c'est le moment de recevoir quoi? Vos questions. Donc, je vais les poser à M. Martin Bourget. Ah oui. Non, je fais comme si je te recevais en entrevue. Non, pour vrai, c'est parce qu'on a eu énormément de questions sur les réseaux sociaux qui peuvent peut-être paraître à la base banales, mais qui peuvent faire une grosse différence pour les gens qui commencent la chasse. Tu le sais, on est entre 2 saisons, donc il y en a qui ont eu la chance de peut-être aller à l'arc et à l'arbalète. Là, ils ont eu la piqûre pour finalement avoir une carabine. Une des questions les plus courantes qu'on a, c'est quoi le bon calibre, Martin? Y a-t-il une réponse magique vraiment à donner? Bien, c'est ça le problème. D'après toi, qu'est-ce qui court le plus rapidement? Une chaussure Adidas ou une chaussure Nike? Écoute, ça dépend des goûts. Dans les pieds d'un marathonien, je peux te répondre. Dans les pieds de M. Marathon, il y a une grande notion de qui tire puis qu'est-ce que tu fais avec. La bonne réponse, c'est quoi le bon calibre? Bien, légalement, en quelque part entre une 2,43 et une 375 H&H ou du Cheetac ou quelque chose comme ça, tu devrais t'en tirer. C'est de choisir le bon outil puis ce avec quoi tu es à l'aise. Bien, je pense que c'est la notion numéro 1. Mais oui. Parce qu'on a une tendance à vouloir dire qu'on a un territoire qui est grand, qu'on a des longues distances, donc on va aller chercher un gros calibre. Mais si tu n'es pas à l'aise de tirer avec ton arme, je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir ce gros calibre. Absolument pas, absolument pas. De 1, de 2, s'il y a une erreur au niveau du tir, tu vas scraper plus de viande. On a souvent le réflexe dans les émissions de télévision de chasser avec des plus gros calibres parce qu'on veut aller dans la moyenne. Puis on se dit, bon, le chasseur moyen qui a un peu moins de temps de pratiquer, je vais avoir un choc hydrostatique quand même assez grand pour terrasser l'animal rapidement. Mais des exemples de jeunes de la relève qui ont pratiqué le tir en masse, qui ont fait de l'ours, du chevreuil, à peu près n'importe quoi au Québec avec la 308, la 243, bien placée. Oui. En quelque part, entre une 243 puis une Cheetac, là, en quelque part là-dedans, 500 Nitro Express, c'est rendu que ça marche plus parce que ça développe trop de kilojoules, là, mais c'était là-dedans aussi. Il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Bémol. OK. Avec le genre de pénurie de munitions qu'on a, ça, j'avoue. S'ajoute une variable quand même assez importante. Les calibres plus exotiques, qui reçoivent moins de fabrication en termes de minimum de quantité pour les compagnies, évidemment, sont plus rares. Si tu vois, par exemple, dans tout ce qui est calibre 30, dans les 308, dans les 300, les 30-06, etc., c'est sûr que l'approvisionnement va être plus facile. Oui. Tu sais, 6.5 Creedmoor, comme tu vois, on a deux carabines ici qui sont dans la même ligne chez Mossberg, mais qui sont totalement différents. Une en 6.5 Creedmoor et une en 450 Bushmaster. Exactement. La 6.5 Creedmoor, dans les 2 dernières années, il y a été des méchants bouts de temps où est-ce qu'on avait énormément de misère à le trouver. Puis il y a un autre calibre en 6.5 aussi, qui est le 6.5 PRC, qui a été d'autant plus difficile à trouver dans les dernières. Mais la 308, on n'a comme pas trop eu de problème. Ben moins. On a eu moins. Ça dépend. En fait, la seule chose, c'est que des fois, vous allez devoir présentement troquer une marque que vous utilisez de manière générale pour une autre. Ça va être aussi de voir est-ce que vous utilisez le même nombre de grains. Des fois, il faut un petit peu s'ajuster à ce niveau-là, vu la pénurie. Mais de manière générale, dans ces calibres-là, on est capable de retrouver de la munition. Même plus. Tu sais, je veux dire, la 30-06, là,
Ça date de loin en arrière. Je veux dire, c'est un calibre militaire au départ. Ça a été développé avec la M1 Garand. Oui. C'est encore très répandu. La majorité des... Tu sais, si tu arrives à Anticosti ou à Saint-Antoine-de-Padoue ou à peu importe où, puis tu vas au magasin local, il y a des fortes chances que tu trouves de la 30-06, de la 308, de la 300, puis de la 7 mm Remington Magnum. Exact. La 7 mm 08, un peu moins. Un peu moins. Fait que c'est sûr que si tu tiens dans ces groupes de munitions-là qui sont hyper répandus puis que tout le monde utilise, bien, c'est le principe de l'offre et de la demande. Tu cours pas mal moins après le trouble. Exactement. La balance, c'est vraiment une question de tolérance puis de ce que tu veux. Puis là, on pourrait aller très loin, hein, parce que c'est pas parce que tu as l'épaule épaisse de même. Il y a des gens qui, les innervations sont plus sensibles. That's it, that's all. Oui. On a une belle acceptation sociale maintenant du frein de bouche puis des pads de recul qui sont un petit peu plus dans les nouvelles technologies. Mais il faudrait aller plus loin et aller voir dans les calibres et dire mais je pourrais peut-être me contenter d'une 6.5 Creedmoor ou d'une 308 et pratiquer plus régulièrement, quitte à me développer dans le sport de tir à la cible avec la même carabine. Exact. Puis là, on parle de carabines qui sont plus aptes vers le tir à la cible. On n'a même pas abordé le point de vue des flat walls, des bearings plats. C'est-à-dire, tout ce qui est 30-30, les 45... 45 Colt. Exactement. On a la 450 Bushmaster ici, qui sont des calibres de proximité. Beaucoup de puissance, mais de très proche. Ça nous permet d'avoir des canons plus courts. C'est quel le bon calibre? Je peux dire lequel choisir pour le moins possible courir après le trouble quand tu cherches des munitions. La balance, hein? C'est-tu Nike ou l'Adidas qui court le plus vite? Non, ça, c'est sûr. T'sais, écoute, il n'y a pas de réponse magique. Maintenant, on a une carabine en main, l'autre question qu'on a reçue. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer cette espèce de sensation de recul-là que finalement, j'ai pas tant apprécié dans ma première partie de saison de chasse? Bien, il y a une première réponse qui est plate à ça. Il y a des compagnies qui développent de l'ingénierie au niveau du développement, va faire que l'arme, à nu, avant même de l'adresser dans un accessoire supplémentaire, va mieux prendre le recul qu'une autre dans le même calibre. Oui. Et mettre je tirais qu'une 308 quand on était chercher ton dentier dans le fond du... Effectivement. Donc, oui, je confirme. Et donc, pour le même calibre. Donc, il y a le... vraiment des technologies maintenant qui sont mieux adaptées dans certaines armes que d'autres. Et souvent, tu nous parles de l'harmonique, donc la manière dont l'arme va réagir suite au tir. Qu'est-ce qui, dans l'arme, a une certaine permissivité, donc qui va prendre une certaine flexibilité dans cette harmonique-là, qui va faire que, le point de vue linéaire, là, quand ça s'en va dans l'épaule droite, bien, on casse la courbe en faisant l'harmonique tout le long parce que tout se déforme. Vous devriez voir même le télescope à se déformer là, à haute vitesse. Là. C'est avec des hyper ralentis. Donc, il y a la capacité de ton arme à le prendre parce que la 308, quand tu es allé chercher tes dents dans le fond du parking, fessait plus que cette 450 Bushmaster-là, qui est pourtant pas mal plus puissante. Oui, vraiment. Après ça, je vais te donner 3 grands points. Oui. Frein de bouche. Oui. Pad de recul. Oui. Et les pads intégrés dans le vêtement. Effectivement. Puis écoute, moi, je veux parler un peu des freins de bouche. On a déjà présenté à l'émission les freins de bouche, entre autres, de Grebo, parce qu'il y en a plusieurs qui me sont arrivés en disant « Moi, mon canon, il n'est pas fileté. Oui. Donc, je suis pas capable de pouvoir aller mettre un frein de bouche. Avec les Grebo, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un canon qui l'est fileté. Non. Vous êtes en mesure de pouvoir l'installer vous-même. Et je peux vous le dire, pour les sceptiques, j'ai plusieurs gibiers à mon actif avec ça. Il n'y a pas bougé. Ça fonctionne très bien. Sinon, tu sais, dans la gamme Patriot, parce que ça, c'est 2 Patriotes de Mossberg qu'on a là. Regardez la différence de configuration. L'une, t'as mangé faire du tir à la cible en 6.5 Creedmoor, la piquetine déjà dessus, etc. Alors, on pourrait y mettre un cheek pad, c'est encore mieux. Là, c'est un petit chambas qu'il y a dessus. Là. L'autre, c'est aussi une Patriot, mais en 450 Bushmaster, bois, canon plus court. Mais dans les 2 cas, je viens répondre à cette question-là parce que je suis déjà fileté sur le bout. Oui. Les 2 sont filetés sur le bout. Fait qu'il s'agira de commander le frein de bouche qui a le même thread ou le même filetage. Et ça va fitter dessus directement. Fait que, c'est-tu l'Adidas ou le Nike qui court le plus vite? Écoute. Ça dépend combien de tours de piste tu as fait à date dans ta vie. C'est beau, c'est bien dit, ça. Ouais. Moi, j'aime ça. Non, fait que dans le fond, puis la gamme Mossberg présente justement l'ensemble de ces modèles-là pour pouvoir répondre à vos attentes. Tous les calibres. Faites le tour de la compagnie Mossberg, ça vaut la peine. Oui, non, si on t'avait de le mettre à la porte, ils vont former une lumière. Je sais. Fait que ce qu'on va vous dire, c'est soyez là la semaine prochaine parce qu'on a encore plein de beaux contenus pour vous autres. Oui. Salut tout le monde. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.